Et on va passer à la dernière table ronde. Amanda nous a permis de faire cette transition. Elle a parlé de mettre en œuvre des solutions industrielles pour la circularité. Je vous ai dit ce matin que notre défi pour Bali 3, ou notre mission plutôt, c'est de rendre scalable la circularité. Pour cela, aujourd'hui, on va avoir 4 exemples de comment on peut rendre ça possible. Je vais inviter Nativité Rodriguez, qui est directrice générale de l'Atelier des matières. Pierre Morellet, qui est responsable RSE chez Rediv Ancien Patatam. Fangana, qui est cofondateur de Recette. Et Paul-Antoine Bourgeois, qui est co-gérant de GBTEX. De l'installation pour juste faire un teaser en disant il suffit, vous pouvez aussi faire une thèse à la chaire Bali sans être brésilienne ou basque. Non, je tiens à préciser parce qu'à force. Est-ce qu'on peut faire l'animation si on n'est pas argentin? Oui, ouais, on tolère même des gens qui ont gagné une Coupe du Monde de foot à notre place et qui ne vont pas gagner la Coupe du Monde du rugby, probablement. Voilà. C'est triste la jalousie. Voilà. Tu vas me faire gagner des ennemis. On est tous les quatre. Parfait. Super. Bon, merci à tous d'être là. On a discuté ce matin de comment toutes les parties prenantes avaient un rôle à jouer dans la circularité. On a parlé un peu pendant la deuxième table ronde avec Louis de Decathlon qui a évoqué la question très importante du leadership et comment, pour bouger les lignes au sein d'une entreprise, il faut qu'on arrive à convaincre les top management. On peut les questionner, on a les droits de les questionner. On a vu ces matins que c'était possible et que ça pouvait donner des solutions concrètes. On a aussi évoqué un acteur important qui est les pouvoirs publics. On a besoin des initiatives des entreprises comme GVTEX avec des investissements très importants, mais on a aussi besoin des pouvoirs publics pour, d'une part, avoir un cadre réglementaire qui rende possible ces solutions-là, et en même temps pour avoir des politiques publiques qui nous permettent d'inciter la relocalisation des productions et même l'ouverture des nouvelles usines. On va parler de tout ça cet après-midi. Donc j'ai avec moi des personnes qui ont décidé de s'adresser à des problématiques très importantes pour la filière, comme c'est la démocratisation de la seconde main, comme c'est la révalorisation des invendus ou des chutes des productions, et comme les tris et la collecte. J'aimerais commencer par Nativité, avec qui on a beaucoup échangé sur l'importance du leadership. Et je pense que l'Atelier des matières, bon, tu nous en diras un peu plus, qui a été créé en 2019, est le résultat justement de comment on débat en interne l'entreprise et comment la circularité au cœur de la stratégie et du management peut donner des solutions concrètes. Merci Valentina, merci de nous avoir invités. Nous sommes honorés d'être là aujourd'hui avec vous. L'Atelier des matières, effectivement, a été fondé en 2019, justement pour accompagner l'ensemble des marques qui ont ces problématiques de circularité. L'Atelier des matières, on peut résumer ça en 3 mots. En fait, c'est 3 activités. C'est recycler, c'est recréer, c'est reproposer. Et en fait, c'est être à la fois apporteur de solutions concrètes, mais aussi un leader de la transformation. Leader de la transformation, c'est aider les dirigeants, les décideurs à comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que la circularité, quels sont les enjeux, quels sont les défis auxquels l'entreprise doit faire face. On parle de défis de R&D, de technologie, d'écosystème, de mise à l'échelle. Et donc nous, on a ce savoir-faire, cette expérience en accompagnant des multi-acteurs, multi-clients. Et on s'appuie sur un écosystème aussi d'une 40aine de partenaires. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création de l'Atelier des matières, comment cette idée est apparue, comment vous avez réussi quand même à dire, voilà, on a les invendus, on a les chutes des productions, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on peut faire avancer la filière? Parce que l'Atelier des matières, c'est quand même, vous avez plusieurs clients qui des fois sont concurrents entre eux, donc vous adressez quand même une réponse collective qui n'est pas limitée à une marque ou à une exclusivité. Tout à fait. Donc nous, on est vraiment multi-clients en partant du principe que les problématiques de certains peuvent être les solutions des autres.
en partant aussi du principe qu'en étant plusieurs, et l'enjeu de volume est aussi un enjeu de mise à l'échelle. Donc nous, au sein de l'atelier des matières, on dispose en propre de notre atelier, avec notre équipe de valoristes qui s'attache à traiter la première problématique et la séparation des matières et toute cette préparation pour la suite. On travaille aussi avec un écosystème de partenaires qui sont, selon nous, les meilleurs, dont le CETIA qui est ici aujourd'hui, dont Authentic Material, je pense qu'il y a quelqu'un ici dans la salle, qui apporte des solutions, qui propose des technologies. Et on démarre toujours par effectivement un pilote et ensuite, grâce à cet effet d'échelle, on accélère. Et puis on a aussi la capacité d'accompagner les clients du début jusqu'à la fin, des clients qui souhaitent réintégrer dans leurs produits finis tout au long de leur processus ces éléments. Et donc nous, vraiment, notre pari, c'est de faire le lien, de créer cet écosystème en investissant en fait en recherche et développement, en travaillant et en discutant tout au long de la chaîne de production avec les fabricants et les partenaires des marques, et surtout en ayant à la fin l'enjeu de dire on doit supporter la création, on est sur la mode, on est sur l'art de vivre, la créativité, la création est très importante, il faut créer de l'impact, donc mesurer en fait les bénéfices de ce qu'on apporte, garantir la qualité, et aussi le tout dans un juste équilibre économique, puisque je pense qu'il faut se dire les choses, le sujet il est aussi là. Comment est-ce qu'on crée de la valeur, comment est-ce qu'on parle de la valeur? Et quand on parle de leadership, le leadership c'est être capable de comprendre de quoi on parle, être capable de guider, de donner une vision, de donner un mandat. Et nous, on apporte les solutions, l'atelier des matières, on apporte les solutions sur mesure pour accompagner ces marques de manière très concrète. Voilà. Merci Nativité. Et je voudrais maintenant partager un peu l'expérience de Rediv Ancien Patatin, parce qu'on a parlé des stratégies et des leaderships. Et dans votre cas, voilà, c'est une entreprise qui a été créée il y a quelques années. Et au fur et à mesure, vous avez été obligé presque de changer des modèles. Donc vous avez eu cette intelligence managériale de se questionner et se dire, bon voilà, on pensait que c'était par là, mais finalement c'est pas par là. Et voilà, comment vous avez reçu ces passages aussi à l'échelle pour collecter des plus gros volumes avec la solution Exotech par exemple? Alors ouais, pour remettre un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas Rediv, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 qui s'appelait Patatam à l'origine. Le speech, c'était comment renouveler la garde-robe de nos enfants qui grandissent trop vite. Et donc en fait, c'était une plateforme en ligne qui permettait aux jeunes parents de pouvoir vendre les vêtements de leurs enfants et de pouvoir acheter des vêtements de seconde main pour ces enfants qui grandissent trop vite. Donc ça a très bien fonctionné au début. Et puis ensuite, il y a un acteur majeur qui est arrivé sur le marché qui s'appelle Vinted et qui a pris d'énormes parts de marché voilà, là-dessus. Et donc, derrière, les dirigeants ont eu l'intelligence en 2019 d'entamer un pivot stratégique. Et là, donc, en fait, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on peut continuer ce modèle? Comment est-ce qu'on peut continuer de démocratiser la seconde main? Et en fait, ils se sont adressés aux distributeurs et aux metteurs en marché. Et donc, en fait, on est passé d'un modèle donc, C2C, enfin C2B2C, à un modèle B2B, en allant taper à la porte de Auchan et en leur disant, demain, vous pouvez mettre de la seconde main dans vos rayons. On peut vous aider et vous accompagner à collecter et à revendre des vêtements de seconde main. Et en fait, on a transformé notre modèle. Et depuis 2019, on travaille avec les metteurs en marché, les marques, la grande distribution, pour les accompagner, pour mettre en place une solution de collecte de vêtements auprès de leurs consommateurs, et aussi de pouvoir mettre en place un rayon, donc un corner de seconde main. Et donc aujourd'hui, on travaille avec notamment Kiabi, Auchan, des acteurs de la grande distribution comme Carrefour, Leclerc, des marques de mode comme Promode. Et donc en fait, on les accompagne de A à Z dans la mise en place d'une solution donc, IT, logistique, conditionnement, on s'occupe de tous les flux et en fait, voilà, on les accompagne jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir les proposer une offre de seconde main. Ça rejoint un peu ce qu'on a parlé ce matin sur ces changements de comportement. Camille nous disait, bon, voilà, la seconde main maintenant c'est plus sexy qu'il y a quelques années. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui il y a de la place pour Vinted, pour Rediv et que les solutions finalement sont différentes. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, après, par rapport justement à la mise à l'échelle, c'est vrai qu'en fait avant on était vraiment un acteur en ligne et donc on est passé de quelques centaines de milliers de pièces à plusieurs millions de pièces traitées par an.
pour pouvoir accompagner justement les metteurs en marché, les distributeurs qui traitent des volumes qui sont bien plus conséquents. En 2020, on était 34 dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est 150. Et donc, on a vraiment augmenté en capacité. Et donc, en fait, pour pouvoir aligner les capacités de tri, de préparation de commandes, de distribution, parce qu'en fait, on est positionné en marque blanche et on vient faire tout l'étiquetage, tout le conditionnement des produits. On s'occupe aussi de la traçabilité des produits pour pouvoir collecter et derrière redistribuer en magasin. Donc, en fait, on a fait un partenariat avec Exotech, qui est une entreprise du nord de la France qui propose des solutions de stockage automatisé. Et donc, en fait, on a installé donc, cette solution Exotech qui nous permet d'augmenter nos capacités de préparation de commandes et derrière de pouvoir alimenter en quantité les différents metteurs en marché et la grande distribution. Merci Pierre. Donc on a d'une partie une réponse aux invendus, à la surproduction, on a la solution de la seconde main, mais on a, je pense que Pauline évoquait tout à l'heure, il y a quand même pas mal de nos vêtements qui terminent dans les ventes des collectes et on a besoin du coup des entreprises comme GVTEX qui nous apportent des solutions. Donc on avait parlé des investissements privés. Vous travaillez sur une nouvelle usine qui va vous permettre de tripler la surface, si je ne me trompe pas, passer de 2200 m² à 6600. Et au-delà de la taille de l'usine, ça va être un centre de tri automatisé et intelligent qui va permettre aussi de faire gagner votre activité. Oui, bonjour à tous. Oui, pour vous expliquer le cheminement de pourquoi on est là, je vais vous expliquer comment on fonctionne aujourd'hui. GBTEX, c'est une société qui a une vingtaine d'années, qui faisait traditionnellement de la collecte. Et depuis 8 ans, on fait du tri de façon aujourd'hui complètement manuelle. On trie sur table, pièce par pièce. On travaille avec des cahiers des charges avec nos clients. Et on répond à ces cahiers des charges en triant manuellement le textile. Tout le textile est distribué de manière manuelle. Aujourd'hui, on est rentable. On est persuadé d'une chose, c'est que si on continue comme ça, dans 10 ans, ben on est mort et on n'existera plus. Ça a le mérite d'être cash, mais pourquoi? En fait, si je fais un parallèle avec la table ronde d'avant, avec Pauline de chez Induo qui va arriver dans 5 ans en disant j'ai besoin de 80 000 tonnes, notre centre de tri aujourd'hui il fait 4 000 tonnes. 4 000 tonnes, on fait à peu près 50% de réutilisation. On est un petit peu en dessous des critères de la moyenne française où les centres de tri font un peu plus de réutilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis capable de proposer 2 000 tonnes de recyclage. Et Pauline en prendra probablement peut-être 70-75%. Donc on est aujourd'hui absolument incapable de répondre au marché de demain. Il y a 10 ans, on se disait, dans 50 ans peut-être qu'on saura faire de la fibre recyclée. 10 ans plus tard, on se dit que dans 4-5 ans, il va falloir qu'on soit capable de répondre. Donc ça va très vite. Et notre sujet aujourd'hui, c'est comment s'adapter aujourd'hui aux attentes de demain, qui sont quasiment les demandes d'aujourd'hui. On a très vite compris qu'on allait devoir trier plus et surtout trier mieux. On a une ligne rouge chez GBTEX, mais qui est la ligne rouge du groupe Bourg, qui sont nos associés. C'est une phrase simple qui est très raccourcie, mais c'est une tonne, une personne. Vous voulez recruter une secrétaire administrative, une comptable, une logisticienne, il va falloir trier une tonne de plus pour payer son salaire et les charges qui vont autour. Donc, on a très vite compris que pour trier plus, il va falloir toucher plus de fois le textile. Donc, il va nous falloir plus de monde au tri. Mais plus de monde au tri, il va falloir trouver des solutions pour trouver moins de monde sur les autres postes. Et forcément, les postes, on allait chercher des postes qui sont néanmoins très importants, mais qui n'apportent pas de plus-value à la matière. C'est tout ce qui tourne sur la manutention. Donc, le centre de tri de demain, quand on parle de demain, on parle d'1 an et demi aujourd'hui. La première pierre va être posée en janvier, donc ça va maintenant démarrer vite. L'idée est d'automatiser la distribution du textile pour pouvoir réaffecter les postes de manutention sur le tri. Aujourd'hui, on trie 20 tonnes par jour. Demain, on triera 50 tonnes. Une tonne, une personne. Aujourd'hui, on est une vingtaine. Demain, on pourra être une cinquantaine sans avoir à recruter de manutentionnaires supplémentaires. C'est-à-dire affecter. On ne va pas chercher de la marge en allant faire de la productivité. On va juste réaffecter les postes sur la matière qui vont générer de la valeur derrière et qui vont pouvoir répondre au marché de demain. Donc voilà. Donc juste pour finir,
Si on parle en nombre de catégories, aujourd'hui on fait à peu près 90 catégories différentes. Demain on sera en faire aux alentours de 250. En faisant très attention à ces histoires du nombre de catégories. Il y a encore quelques années, c'était un peu la compétition entre centres de tri. On jugeait le savoir-faire d'une entreprise de tri par le nombre de catégories. C'était, tu fais combien toi? T'en fais 100? Moi j'en fais 105. Super. Mais derrière, il faut savoir vendre ces catégories. Voilà, donc toujours garder cet état d'esprit, et ça c'est vraiment notre leitmotiv, c'est travailler en priorité en aval avec nos clients pour monter des cahiers des charges, pour pouvoir répondre à ces cahiers des charges. Et tu me disais, Paul-Antoine, la semaine dernière, qu'en fait, votre usine, c'est un super projet, mais en fait, pour répondre vraiment aux besoins de la filière, il en faudrait 15. Oui, on est une petite solution. Aujourd'hui, 20 tonnes jour, ça fait à peu près 6 000 tonnes par an. On va passer à 11 000 tonnes par an. Aujourd'hui, la filière exporte 50 000 tonnes d'original qu'elle ne sait pas trier. Et toutes les usines de France fonctionnent aujourd'hui à 100% de leur capacité. On a un cahier des charges qui est très ambitieux sur la collecte. Franck nous en parlera après, mais il va falloir chercher des volumes bien plus importants. Aujourd'hui, si on collecte une tonne de plus, c'est juste pour exporter une tonne de plus. Donc aucun intérêt. Et voilà, aujourd'hui, on est persuadé qu'on est une petite part de la solution, mais encore une fois, voilà, il faut aujourd'hui une quinzaine d'usines comme la nôtre pour pouvoir répondre ne serait-ce qu'aux objectifs fixés par le cahier des charges de l'éco-organisme. Toi, justement, Franck, tu t'étais intéressé à comment on peut encourager d'autres solutions à venir s'installer en France, avec les projets Graal qui a été évoqué par Sylvie et ce matin aussi en visio. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus sur ce qui a été fait avec Paris Good Fashion? Oui, donc avec Reset, on a collaboré avec Paris Good Fashion sur un projet qui s'appelle Graal. L'idée étant d'identifier comment on pouvait installer une filière de recyclage en France. Et quand je dis une filière de recyclage, c'est-à-dire du vrai recyclage, et puis à l'échelle. Donc à l'échelle, ça veut dire à une échelle industrielle. Et donc du coup, souvent, il faut dépasser l'image un peu peut-être candide qu'on peut en avoir quand on est au début d'un projet. Quand on passe à l'échelle industrielle, c'est faire attention à chaque détail, puisque chaque détail compte. Et donc la difficulté, c'était ça. Et on a travaillé pour essayer d'identifier les manques futurs du territoire sur ce sujet. On a vu qu'il y avait du tri mécanique déjà existant, avec des belles avancées. Il y en a ici, il y en a dans le nord de la France. Il y a le CETIA qui a travaillé aussi sur le projet Graal, mais plutôt sur cette partie tri mécanique. On a identifié aussi qu'il y avait des technologies prometteuses qui avaient déjà posé leurs valises en France. Alors il y en a qui sont nées en France, comme Carbios, sur la fraction du recyclage chimique synthétique. Il y en a qui sont venus s'installer en France, comme Eastman. Et puis il y a des jolis projets français, d'autres jolis projets français. Et on a vu qu'il y avait quand même un manque en France de technologies matures, proches de la maturité, sur la fraction cellulosique. Alors évidemment, il y a des sociétés comme Indio qui y travaillent. Et donc on a regardé partout dans le monde quelles technologies étaient susceptibles d'arriver en France pour installer ces valises et pouvoir combler ce trou dans la chaîne de valeur. Et puis après, c'est un petit peu comme un Tetris, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des grosses capacités de recyclage, il faut monter les capacités de tri et de collecte. Et puis après, il faut monter les capacités du marché à ingurgiter. C'est un petit peu comme la poule et l'œuf, en fait, tout le monde s'attend. C'est pour ça qu'il faut travailler de manière systémique. Et aussi, quand on aime l'impact et qu'on veut avoir de l'impact, il faut penser industrie, et c'est le thème de cette table ronde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact sans passage à l'échelle, et il n'y a pas de passage à l'échelle sans industrie. Et c'est pour ça que moi, je voudrais insister sur dépasser la vision candide de ce que c'est que, on va dire, avoir un impact environnemental. Un impact environnemental, évidemment, ça peut être plein de petites sociétés, et il en faut. Mais il y a un moment, il va aussi falloir qu'il y ait des gens qui fassent de l'industrie, et l'industrie, c'est des tuyaux, ça fuit, c'est pas très beau, c'est ça la vraie vie, et c'est pas parce qu'on fait de l'environnement que ça va pas ressembler à de l'industrie. Et il y a plein d'exemples qui le montrent, en fait, c'est pas que dans l'environnement. Quand Apple, qui fait une marge pas possible sur ses produits, s'installe chez Foxconn en Chine, c'est pas simplement parce que c'est moins cher, c'est parce que quand ils lancent un nouvel iPhone, il leur faut 200 000 gus,
qui arrivent chaque matin dans la même usine. Et en fait, il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où tu peux recruter 200 000 personnes qui vont venir tous les matins avec l'infrastructure routière, de logement, etc. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville française qui est capable de fournir 200 000 employés à un industriel comme Apple. C'est comme ça qu'on rate des gigafactories. C'est comme ça qu'on peut rater les futurs géants de l'industrie textile, du recyclage, etc. Et c'est pour ça que le passage à l'échelle, ça nécessite une discussion systémique avec les donneurs d'ordre. Donc c'est ce qu'on a fait avec Paris Good Fashion, c'est ce que l'atelier des matières, qui est quand même une initiative d'une entreprise française, mais qui a décidé de l'ouvrir au marché en se disant qu'effectivement, il ne pouvait pas y avoir de politique solitaire pour y arriver. Et puis, il faut construire cet écosystème et penser tout de suite à l'échelle. Et donc, il faut aussi l'État, parce que sans l'État, il n'y a pas d'infrastructure. Et là, dans le projet Graal, donc la suite du projet Graal, c'est on a identifié une entreprise américaine qui cherchait un point de chute en Europe. On est en train d'essayer de les faire venir en France. Donc, ils étaient sur Aropa hier, ils sont à Marseille demain. Donc, on a bon espoir qu'ils nous choisissent. On est en compétition avec l'Allemagne et l'Italie. Et comment les faire venir en France? Il faut leur trouver un site industriel. Et comme c'est de l'industrie, on parle de 20 hectares, on parle de besoins en énergie importants, de besoins en recyclage d'eau importants, en gaz important. Et le problème, c'est qu'en fait, comme il y a 20 ans et il y a 40 ans, on a décidé qu'il n'y aurait plus d'industrie en France, en fait, on ne les a pas, ces sites. On en a 2, 3, et donc il y a Total à Lac pour la région, il y a Aropa, mais en fait, ils sont très rares. Et si on ne les a pas, on n'aura plus l'industrie. Et aujourd'hui, quand tous les donneurs d'ordre, je sais qu'il y en a beaucoup ici, il y en a avec qui on a travaillé, en fait, ils ont perdu le grip avec leur supply chain. Et ça veut dire qu'ils ont perdu une forme de pouvoir. On s'est tous dit pendant 20 ans que l'important, c'était de maîtriser le consommateur. Mais quand on n'a plus de supply chain, en fait, on a beau avoir des consommateurs, si on ne peut plus produire, on a perdu la bagarre. Donc maintenant, il faut réussir à reprendre du grip là-dessus. Donc c'est tout l'objet aussi de la thèse. Comment on fait pour faire de l'industrie 4.0, retrouver de l'efficacité, passer à l'échelle. Et ça nécessite du travail de l'État, encore une fois, infrastructure, donc du foncier, des utilities. Il y a l'administration qui est en train de lancer un projet autour des sites industriels clés en main, donc des plateformes technologiques où justement les acteurs comme Induo ou d'autres acteurs pourront venir s'installer sans avoir à installer eux-mêmes des choses qui ont très peu de valeur technologique, mais qui sont longues et coûteuses, comme l'énergie, l'eau, ne serait-ce que les routes. Les camions, il faut les faire venir. Il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils repartent, etc. Donc, en fait, il faut travailler de concert, chacun amenant sa pierre à l'édifice, collaborer. Et c'est comme ça qu'en collaborant et en partageant, on en parlait tout à l'heure, en partageant la valeur, en acceptant de la partager entre compétiteurs et en acceptant de la partager le long de la chaîne de valeur, qu'on arrivera à résoudre des problèmes. Et là, tu évoquais le fait qu'on était en concurrence entre guillemets avec l'Italie et l'Allemagne. De quoi on a besoin en France pour que demain, ces entreprises-là que tu as citées se disent « moi, je ne me pose plus la question, moi, je viens en France ». Alors ça, c'est une question difficile. Il y a 3 ans, on avait travaillé sur d'autres sujets autour des bioraffineries, donc valorisation des coproduits agricoles pour faire des molécules d'intérêt pour plein de sujets, fuel alternatif vert, formulation cosmétique, formulation dans le béton. Nanocellulose, on va en parler parce que c'est un bon moyen on connaît un fournisseur qui les fait vraiment pas cher. Quand on parle de passer à l'échelle, je pense que c'est le truc qui coûte le plus cher dans votre produit. Donc on connaît celui qui le vend pour le moins cher. Et cette boîte, on a essayé de la faire venir en France, on les a ratés, ils sont partis en Estonie. Et pourquoi ils sont partis en Estonie? Il y avait un site industriel, le gouvernement estonien a bougé plus vite que le gouvernement français, et il y a eu des investisseurs étrangers qui ont bougé plus vite que les investisseurs français. Donc déjà, il y a une problématique de vitesse. En France, là, on n'est pas très bon, on l'a vu sur les vaccins, c'est qu'on a du mal à croire, on n'est pas des believers. Comme la chanson le dit, je ne vais pas me risquer à chanter aujourd'hui, peut-être ce soir. mais en fait, déjà pour démarrer, pour créer quelque chose, il faut y croire. Et en France, on a des qualités. Aux États-Unis, ils disent « In every French, there's a little philosopher ». Mais il y a un moment, il ne faut pas philosopher, il faut y aller. Et pour y aller, il faut y croire. Donc déjà, il faut se mettre à y croire. À partir du moment où on y croit, on débloque une énergie qui fait qu'on peut être attractif, on peut être séduisant. Et cette énergie, après, il faut la convertir. Donc déjà, il faut y croire. Il faut collaborer. Une des difficultés qu'il y a en France, notamment quand on parle d'industrie, c'est que la France est tellement centralisée que par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou les pays nordiques, c'est un petit peu compliqué parce que en fait, finalement, les régions n'ont pas le grip sur tout ce qu'elles font. En même temps, l'État centralisé n'a pas non plus de grip sur ce qui se passe dans les régions.
Donc ça s'améliore. Je sais qu'il y a un plan aujourd'hui chez Business France avec l'administration et les régions pour identifier tous les sites industriels, pour qu'il y ait une carto pour qu'on puisse réagir très vite. Pour le moment, il y a un embryon, mais il y a encore du boulot. Donc voilà, collaboration, y croire, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'exigences, parce qu'encore une fois, l'industrie, c'est l'étape d'après la créativité. Il faut être créatif après pour résoudre les problèmes, mais c'est aussi beaucoup de... Chaque détail compte, il faut aller les régler un par un, parce qu'en fait, gagner 1% dans l'étape 1, 2% dans l'étape 2, etc., c'est ça qui fait la différence. Donc voilà, c'est juste du travail, exigence, et puis sortir de la salle de cinéma. Voilà, c'est dur, mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Donc voilà, il faut s'y coller. Merci. Et ce qui me fait penser, parce que tu as parlé d'État, toi, Paul-Antoine, à GBTEX, vous avez été accompagné par les plans France Relance ou France 2030 dans la construction de la nouvelle usine. Mais j'ai lu dans une interview que tu avais donnée, c'est qu'en fait, cette aide est intéressante, mais ça vous permet que de conserver les emplois. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce type d'aide, comment ça peut permettre ou pas d'accompagner ton projet? Oui, on a forcément, comme tout projet, aujourd'hui c'était un projet à l'époque France Relance qui était de 12 millions d'euros. Il y a quelque chose qui s'appelle l'inflation qui est passé par là, donc maintenant on est plutôt à 14 millions d'euros. Donc c'est des aides gouvernementales. Après c'est toujours difficile de... Alors moi je fais pas de levée de fonds ou d'appels comme ça, nos projets sont bouclés. Nous on a décidé, on a des investisseurs opérationnels qui sont nos associés, qui sont le groupe Boer, qui mettent de l'argent en compte courant sur notre projet. Et après on va chercher du financement bancaire. Mais on est sans arrêt en train de naviguer. Quand on va voir l'ADEME, on va plutôt expliquer que notre projet il est super moderne, etc. Quand on va voir les banques, on est plutôt en train d'expliquer que notre projet, rassurez-vous, il existe déjà, on fait rien de nouveau, ça fait déjà ses preuves. Donc on essaye sans arrêt de naviguer. Après, les relations avec les banques se passent plutôt très bien. On coche quand même 2-3 cases, on ne vend pas des armes, on est plutôt, voilà, on est plutôt sur ce qui cherche à financer aujourd'hui. Très bien. Et on a parlé des choses qui manquent côté État, mais je me questionnais aussi par exemple à l'atelier des matières. On a parlé un peu ce matin de comment on forme les ingénieurs à l'ISTIA, quel type de profil on veut, quelle génération on imagine pour demain. On a parlé comment engager ses consommateurs, comment on a engagé les ingénieurs de demain, parce que Isabelle nous partageait ce matin voilà, la vision par exemple du groupe ERAM. On a partagé d'autres visions et je pense que maintenant les nouvelles générations sont exigeantes aussi quant à l'emploi. Et ils ne veulent pas travailler n'importe où, d'au moins une partie. Et il y a des projets du coup comme l'atelier des matières est-ce que Nativité, tu as du mal à recruter? Est-ce que tu as besoin de convaincre tes salariés de où est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce que maintenant toute la génération est déjà convaincue et c'est facile? Très bonne question. Et nous, dans les profils qu'on recherche, et nous recherchons, donc je lance l'appel, c'est un peu un mix. C'est un mix effectivement de personnalités qui sont à l'aise avec la technologie, et on sait qu'en fait tout n'est pas acquis aujourd'hui, donc c'est la capacité à comprendre de quoi on parle, à discuter avec un certain nombre d'acteurs, la capacité aussi à naviguer dans l'inconnu et d'être en permanente recherche. Mais c'est aussi la capacité à comprendre le besoin du client, parce que tout part du client, de comprendre sa problématique, de comprendre quel produit, sur quoi il agit, quels sont ses freins. C'est aussi la capacité à créer des liens, et tu me disais tout à l'heure, de mettre, de descendre dans l'opérationnel, d'être dans les usines, d'être dans les sites de production, et l'excellence d'exécution, c'est vraiment la clé de l'industrialisation. Donc nous, évidemment, on a la chance d'être porteuse de sens, d'avoir des solutions concrètes. Donc on a la capacité à attirer. Après, c'est aussi des enjeux de résilience et de capacité à construire ensemble avec des enjeux de culture différents, des enjeux d'échelle différentes. Mais globalement, on y arrive. Et surtout, on a une chance incroyable, c'est d'avoir cette maison actionnaire derrière qui nous soutient et qui nous challenge sur aller chercher le plus haut niveau d'exigence. Donc ça stimule aussi. C'est pas facile en ce moment d'être directeur, j'ai l'impression, parce qu'on est questionné par ses consommateurs, par les médias, par les équipes en interne. C'est un beau challenge quand même, et c'est super. Oui, mais moi, c'est une chance. C'est une chance de faire partie de cette aventure. C'est une chance d'animer cette équipe incroyable.
Tous les 6 mois, on se regarde sur le rétroviseur et on fait des avancées énormes. C'est une chance d'avoir ces clients du luxe et du premium qui nous font confiance parce qu'on apprend aussi avec eux. Et surtout, c'est une chance d'avoir des résultats concrets parce que c'est comme ça qu'on mesure l'impact, c'est comme ça qu'on fait avancer le secteur. Je voudrais ajouter une chose, déjà premièrement, parce que en fait, tu n'as pas cité la maison mère, qui est Chanel. Pardon, c'est tellement évident, mais effectivement, l'initiative a été lancée en 2018 à l'initiative d'un leader qui pour nous est très inspirant, la maison Chanel, qui s'est posé la question et qui se posait la question déjà depuis très longtemps et qui a décidé d'y croire, d'investir, de tester, d'oser, et avec cette conviction en fait que tout seul personne n'y arriverait, et donc d'où cette idée de proposer une offre multi-client, multi-acteur. Tu as raison. Et je trouve que Chanel, c'est un bon exemple, et je cite Chanel parce que tu es là, mais il y a d'autres groupes français qui sont du même genre, parce que ça me fait penser aussi à ta question sur qu'est-ce qui manque. Et je parlais de sortir de la salle de cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une culture de l'instantanéité pour plein de raisons, et la technologie en fait partie. Et là, aujourd'hui, on parle d'industrie, et c'était flagrant quand on vous a entendu pitcher Invuo, Everdye, désolé pour les autres, j'ai oublié le nom, mais comme je connaissais déjà Invuo et Everdye, je les ai retenus. Faire de l'industrie, c'est long. On voit bien, vous avez démarré très tôt. Première usine at scale, normalement 2029 si tout va bien. Donc c'est très long, et objectivement, c'est vrai que c'est difficile, même psychologiquement. Tu parlais de résilience, quand on est sur un projet, de tenir, en fait, de voir des résultats intermédiaires, mais petits, et de se dire, ça va venir que dans 5-6 ans. Et je pense que la société, dans sa globalité, a perdu cette vision de long terme. Et je pense que c'est aussi grâce à des groupes comme Chanel et moi, ce que j'appelle le capitalisme entrepreneurial, que je viens plutôt de la tech, avec ces grandes sociétés où c'est toujours les entrepreneurs qui sont à leur tête. C'est des gens, ou même dans le textile, même s'ils ne font pas que ça, la famille Muliez, où les gens ont une vision de long terme, en fait. Et quand les équipes ont une vision de long terme et qui sont soutenues par un actionnaire qui a une vision de long terme, là, on peut se projeter sur des choses à long terme et faire des vraies choses. Et en fait, tout ce qu'on fait, tout le reste, c'est de l'écume et ça ne change à rien. Et ça demande cette exigence et cette discipline de penser à long terme. Et effectivement, c'est un marathon, voire même un triathlon, voire même un Ironman. Mais voilà, c'est ce que ça demande, et puisqu'il faut le faire, eh ben, on va le faire. Mais ça demande cette force en soi d'aller à la bagarre chaque jour, de pivoter comme vous l'avez fait, et parfois c'est pas facile. Et c'est ça qu'il va falloir rechercher aussi dans les gens qu'on recrute, nous, chez Reset, j'imagine aussi, tu parlais de résilience, les gens qu'on cherche, bah, c'est ces qualités-là, parce que voilà, on n'est pas au cinéma, ça se fait pas en un jour. Moi, je me souviens avoir vu Chloé tout au début là, du projet de la chaire, etc. C'est incroyable ce qui a été fait, mais ça a pris du temps. Il faut se dire que les choses prennent du temps et que c'est les plus belles victoires finalement, mais du coup, il faut l'accepter et trouver les gens qui sont capables de porter les projets aussi longtemps. Et là, ce midi, Nativité, on discutait ensemble de ce qu'étaient les leaderships et pourquoi c'était important. Et je sais que dans ta vision des choses, l'entrepreneuriat fait partie de ces leaderships. Oui, d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai été bluffée par les pitchs que j'ai entendus tout à l'heure. Ça part toujours de quelque chose de personnel. Il y a quelque chose qui nous a touchés, qui fait tilt avec l'histoire. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Le leadership, c'est effectivement croire en quelque chose et décider d'y aller, décider de mobiliser, décider de convaincre par la porte, par la fenêtre, par tous les moyens nécessaires, parce qu'on est convaincu. C'est aussi décider de dire comment est-ce que on va adresser les enjeux, les identifier un à un et les lever. Et c'est entreprendre. Pour moi, et notre mission à tous, c'est vraiment d'entreprendre pour cette mode durable, cette mode soutenable, cette mode créative. Et c'est de transmettre à la nouvelle génération, donc les étudiants de votre école, les jeunes qui arrivent et nos enfants, c'est de transmettre cette vision optimiste. Parce que moi, j'y crois. Alors, effectivement, on a des moments où on a l'impression de faire 2 pas en arrière, mais il y a beaucoup de jours où on a ces petites victoires. Les solutions existent, l'énergie existe, le talent existe. Et notre rôle, c'est d'orchestrer, c'est d'embarquer, et c'est surtout de travailler aux côtés des clients sur des solutions très concrètes, en acceptant des petits pas, parce que c'est les petites victoires qui vont ensuite encourager d'autres. Et c'est comme ça qu'on embarquera l'ensemble des acteurs. Donc moi, je suis très optimiste, très positive.
Et je pense que c'est aussi important d'être aujourd'hui dans un lieu comme le vôtre, qui forme et qui prépare la génération de leaders de demain, de leaders acteurs. Voilà. Est-ce que Pierre, on a raison d'être optimiste sur la seconde main? On a eu un débat très intéressant hier lors de la soutenance de Tess de Panchica. Est-ce qu'on peut rester optimiste sur la seconde main? Non, on a clairement raison d'être optimiste. On voit qu'il y a une très forte appétence des clients sur la seconde main. Ça, c'est clair et net. On voit même chez nos partenaires que ça devient des piliers stratégiques. On accompagne Kiabi sur la seconde main, qui a vraiment intégré ça pleinement dans sa stratégie et qui maintenant développe et déploie en fait la seconde main dans tous leurs magasins. Donc en fait, nous, on apprend avec eux, ils apprennent avec nous, on les accompagne et en fait, on arrive à mieux comprendre les clients, mieux comprendre comment aussi mettre en avant la seconde main dans ces nouveaux vecteurs de distribution. Et donc, on apprend en roulant. À l'origine, en fait, on avait aussi des rayons dédiés à la seconde main dans ces magasins. Aujourd'hui, ils apprennent et ils se rendent compte qu'en intégrant la seconde main directement au milieu du neuf, on arrive aussi à capter plus de clients. C'est aussi super positif et on est optimiste parce qu'on voit de nouveaux clients qui historiquement en fait consommaient pas de seconde main. On a des clients qui existent depuis longtemps, qui vont dans des recycleries, qui vont dans des friperies, qui connaissent la seconde main et qui sont intéressés par la seconde main, que ce soit par rapport à l'impact environnemental, par rapport au côté créatif et d'aller chiner des pièces rares. Et en fait, en allant toucher aussi des lieux de consommation qui historiquement n'étaient absolument pas positionnés sur la seconde main, on arrive à capter de nouveaux clients et aussi à engager les consommateurs dans une consommation plus responsable. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, il y en a là-haut. Est-ce qu'on a des micros? Il y en a deux même. Je vais donner. Merci. Pardon, merci beaucoup. J'aurais juste réagir, c'est pas une question, mais c'est pour appuyer aussi un point. Je vous connais tous très bien et je connais bien la maison Chanel. Isabelle Lefort, pardon, de Paris Good Fashion. Je crois que, et on en a parlé tout à l'heure, Isabelle, Charlotte, souvent on parle de mode durable en oubliant que nous sommes des entreprises de mode durable. Et le mot entreprise sous-entend l'économie, sous-entend la rentabilité des entreprises et le financement. Tous les quatre autour de la table sont des personnes extrêmement engagées. Ce sont des entrepreneurs extrêmement engagés. On est allé visiter GBTEX, on a travaillé ensemble, Pierre, dans le cadre de la chaire Bali, sur l'avenir des déchets et des TLC usagés et de la seconde main. Je vais prendre le projet Graal. Le projet Graal, il est né d'une folie où tout à coup, on avait un étudiant qui était disponible d'AgroParisTech et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce recyclage? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On a eu un étudiant pendant 2 mois, gratuitement. Et ensuite, on a commencé à travailler et à monter un premier partenariat gracieux. On a un contrat qui nous lie ensemble, mais qui est gracieux. C'est très, très rare qu'une société du conseil s'engage, et ça fait maintenant plus d'1 an, gracieusement. Sur ce, le fait de résister, de faire cette résilience. Aujourd'hui, l'entreprise n'est toujours pas payée. Un investissement, et tu ne l'as pas dit, mais faire venir une société qui va s'implanter ici, c'est un investissement autour de 800 millions d'euros. Donc, et j'imagine, pardon, pour Induo, c'est des millions aussi. C'est énorme. Et pour me faire la porte-voix de Géraldine Poivert, également de Reset, on n'y arrivera pas, même si on fait un écosystème avec des associations, des écoles, des entreprises et des cabinets et des innovations, mais il faut qu'on joue le jeu de l'investissement. Or, c'est très difficile quand on a un marché qui aujourd'hui est à moins 15% en France, quand il y a un système d'inflation, quand il y a une arrivée d'une concurrence aussi violente et féroce que Vinted ou Shine, etc. Et cette dimension économique, elle est, je crois, au cœur de nos préoccupations. Et toutes les innovations sont absolument formidables et effectivement, bravo pour tous les pitchs qui ont été faits tout à l'heure. Mais sans le soutien et l'engagement de tous, on n'y arrivera pas.
Moi, j'avais une question pour GBTEX et puis Refact, c'est ça? Parce qu'en fait, bon, c'est peut-être moins. Non, c'est pour la dame qui est passée tout à l'heure. En fait, je suis à nouveau industriel depuis 15 jours, 3 semaines, comme je vous disais ce matin. Et en fait, dans le recyclage, alors c'est peut-être plus terre à terre, mais ça me turlupine, donc je vous le dis. Dans le recyclage, on parle beaucoup de recyclage de produits finis. Mais il faut que vous sachiez que quand on coupe des vêtements sur une table de coupe, on jette potentiellement 20% de la matière. Donc, à la date d'aujourd'hui, je sais que je peux envoyer des chutes de coupe au CETI dans le nord de la France, mais de Saint-Jean-de-Luz, ça me fait un petit peu mal d'affréter un camion pour emmener des déchets. Et il y a peut-être une solution du côté de l'Espagne, mais qui dit réindustrialisation ou redéveloppement de l'industrie en France au niveau textile, ça va induire aussi des besoins de recyclage pour les déchets industriels et puis la proximité, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là qui vont permettre aux industriels de recycler cette matière de coupe, qui en plus est beaucoup plus facile à recycler que les vêtements parce qu'elle est naturelle, quoi. Enfin, je veux dire naturelle, et elle n'a pas été travaillée, donc c'est plus facile de la réutiliser. Pauline serait mieux que répondre que moi. Aujourd'hui, ce qu'on appelle de la chiquette ou des petits bouts de vêtements, c'est problématique parce que vous avez des fibres courtes, etc. Nous, en général, ça part aujourd'hui en CSR. Voilà, on attend Pauline avec impatience qui peut peut-être prendre la parole sur le. J'arrive, Pauline. Je m'incruste. J'en ai pas parlé en effet parce que en fait, moi je vois toujours le problème du recyclage comme un entonnoir. C'est-à-dire que je dis toujours, déjà si ça peut faire l'objet d'un réemploi, être reporté, réparé, etc., comme ce que fait Rediv, c'est la prio 1. En prio 2, il y a le recyclage mécanique parce que, alors on est forcément beaucoup plus écologique que de la production de matière vierge, mais le recyclage mécanique, qui est donc l'effilochage, est encore plus écologique que nous. Nous, en fait, on sert pour les déchets qui ne peuvent pas passer en recyclage mécanique, ce qui est malheureusement le cas pour une grande partie des déchets post-consommateurs avec des points durs, parce que plus il y a des points durs, plus le recyclage mécanique il va y aller fort, plus il va créer des fibres courtes. Mais donc, en effet, on peut être une solution pour des... Alors, nous, par exemple, on se voit comme une solution pour des petits confectionneurs qui, du coup, ont plein de matières mélangées et ne peuvent pas trier. Si vous avez des volumes, il vaut mieux vous rapprocher de gens comme Renaissance Textile, qui font en France du recyclage mécanique. On pourra en reparler. Le CETI est en partenariat avec Minot, donc peut-être qu'ils envoient chez Minot Recyclage pour ce que vous leur donnez. Et il faut savoir que nous, outre le recyclage de vêtements post-consumer, on est une solution complémentaire au recyclage mécanique. Pourquoi ? Parce que quand ils effilochent, ils se retrouvent avec des fibres qui sont trop courtes pour être refilées. Et nous, ça correspond pile à la deuxième étape de notre processus, à notre poudre multicolore. Donc en fait, voilà, si vous avez des gros volumes, il vaut mieux aller chez eux, c'est plus écologique. Nous, de toute façon, on va récupérer leurs déchets derrière encore. Et si vraiment vous avez des petits volumes avec plein de matières mélangées, là, en effet, on est une solution. J'en parle pas parce que c'est des plus petits volumes, du coup, mais c'est tout à fait une solution. Après, sur les déchets industriels, nous, chez Reset, on a travaillé dans l'industrie du meuble, puisque c'est pareil, on façonne des matériaux quand on fait des meubles et il y a des déchets. Il y a maintenant des solutions technologiques qui permettent de mieux faire les patrons et en tout cas les découpes dans les tissus pour réduire. Donc le premier sujet, c'est comment on fait pour qu'il y en ait moins. Et ça, normalement, il y a des outils technologiques qui permettent aux confectionneurs de réduire justement les déchets industriels. L'usine qu'on est en train d'introduire en France, il y a Inditex qui est rentré au capital. Il y en a sans la nommer qui en ont parlé tout à l'heure. La première usine, elle va sans doute travailler principalement avec des déchets de coupe pour une raison principale. On parlait de passage à l'échelle. C'est que, premièrement, les technologies de tri ne sont pas assez matures aujourd'hui pour assurer, même avec des technologies efficaces de recyclage chimique qui sont un peu polyvalentes, etc., pour assurer que ça va fonctionner. Et je rappelle quand même qu'on trouve un peu de tout et même s'il y a des grades de qualité, il y a forcément des erreurs de tri. Et si on va avoir un tri peu coûteux, souvent on va avoir un tri de moins bonne qualité. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces déchets de coupe, effectivement, la technologie qu'on est en train d'introduire, et c'est pour ça qu'Inditex est rentré au capital, c'est qu'il y en a beaucoup et on parle d'une usine à 800 millions d'euros. Et a priori, c'est dire, effectivement, je vous rejoins, la quantité de déchets de coupe. A priori, cette usine, Inditex peut la remplir chaque année avec ces déchets de coupe. Donc déjà, la première étape, c'est de les réduire, ensuite de bien les traiter. Et puis après, on fera le post-conso avec sans doute des yields qui vont être moins bons, donc une équation économique moins bonne, donc une difficulté pour être compétitif par rapport à la fibre vierge. Donc il y a bien tout cet entonnoir, comme tu le disais, à traiter. Mais il y a des solutions existantes aujourd'hui à des échelles de taille moyenne pour ces déchets de coupe. Donc tu en as donné quelques-unes. Et à terme, il y aura sans doute des méga-usines qui permettront déjà de traiter ces déchets efficacement, en espérant que ce soit chez nous plutôt que directement sur les sites de production et qu'ensuite on arrive à faire revenir la production ici. Juste pour intervenir sur la notion de la distance dont on disait, il y a un moment, si on part sur des méga-usines, il va falloir des méga-sourcing. Et le sourcing, il faut aller le chercher. Et c'est vrai que chez nous, c'est une vraie interrogation. On a mis le doigt dessus, mais aujourd'hui, on dit, OK, vous pouvez construire des usines. Par contre, votre sourcing, c'est 1500 km aux alentours de chez vous. Est-ce que ça, c'est très pertinent aujourd'hui? Chez nous, c'est une véritable interrogation. Ce calcul, on fait des modèles, on travaille beaucoup. J'aime bien faire des analogies avec d'autres marchés parce que souvent on apprend des choses. L'emballage, puisqu'il s'est fait taper un peu dur ces dernières années, il a pris un peu d'avance. Quand on parle d'emballage réutilisable, nous on a beaucoup de projets dans l'emballage réutilisable, c'est la même question. Emballage réutilisable, ça veut dire que il va falloir, vous allez ramener votre emballage, il va être lavé quelque part, et après il va être renvoyé à un industriel. La question, c'est est-ce qu'on fait un grand centre de lavage en France, beaucoup de transport, ou est-ce qu'on a une technologie de lavage? Tout ça, ça se calcule. Mais en fait, j'ai envie de dire, dans l'industrie, on fait ça depuis tout le temps. Les bioraffineries, ça fonctionne comme ça. La supply chain, ça fonctionne comme ça. C'est quelle est la taille de mon entrepôt et quel est l'arbitrage entre transport, entrepôt, etc. Le seul truc, c'est qu'il y a un nouveau facteur qui rentre dans l'équation qui est quelle est l'empreinte environnementale de tout ça. Avant, on calculait que l'empreinte coût et un petit peu de risque sur la supply chain. Puis maintenant, il y a une troisième variable qu'il faut computer, c'est l'empreinte environnementale. Donc effectivement, suivant les technologies, il y a des technologies qui vont être sans doute efficaces avec une petite footprint, et on pourrait imaginer un maillage territorial très fin avec un sourcing plus local, et puis peut-être des usines plus efficaces, plus grosses, avec un maillage plus loin, mais comme on ne sait pas quelle technologie va gagner, pour le moment c'est très difficile de savoir justement comment on va sourcer. Et moi je prends souvent l'image des westerns, c'est un peu comme quand il y a un duel dans les films, pour le moment il y a beaucoup de poussière, on ne sait pas qui est vivant dans le duel, puis la poussière va retomber, et puis on verra les 2-3 technologies qui vont tirer leur épingle du jeu. Et là, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, qui auront investi sur les mauvaises, c'est la vie. Et puis, il y a des gens qui auront parié sur les bonnes, et il faudra déployer une infrastructure à l'échelle dans l'Europe et dans le monde sur la base de ce modèle-là. Mais pour le moment, impossible de savoir comment tout ça va fonctionner. Oui, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Pauline, la notion de petit volume, gros volume, et je rejoins monsieur. Le post-consumer, c'est une solution c'est pas la solution pour les marques ou les vêtements de qualité. Chez Petit Bateau, en un an de collecte, en gros, on consomme 2600 tonnes de matière à l'année pour produire les vêtements. Sur un an de collecte, on en a récupéré 9 tonnes. Vous voyez l'écart? Et sur les 9 tonnes, on a 50% qui sont partis éligibles au recyclage. Et pourtant, on fait beaucoup de 100% coton. Et donc, il faut travailler sur le post-consumer, mais on oublie un peu trop le post-consumer, parce que oui, je suis complètement d'accord, il faut réduire les déchets, mais il y aura toujours des déchets, parce que même quand on parle de zéro waste, le zéro waste n'existe pas, on parle de minimal waste. Et les gisements de déchets, je vous compare les 9 tonnes avec 80 tonnes sur une usine qui n'est pas notre usine principale. Voilà, donc le gisement de pré-consumer est énorme et il est malheureusement un petit peu mis de côté, alors que c'est une fibre de qualité facilement triable. Alors je vous rejoins là-dessus et nous c'est vrai qu'à l'atelier des matières on travaille sur 5 matières naturelles prioritaires, donc le coton, la laine, le cachemire et notamment aussi le cuir. Donc quand vous parliez tout à l'heure de
reliquats de production. Je ne sais pas de quelle matière vous parliez, mais en tout cas, sachez que nous, on a des solutions et des filières sur la revalorisation des chutes de cuir et notamment des chutes de coton. Et je trouve que vous parliez des volumes. C'est là où l'approche multi-client, multi-acteur, elle fait sens et elle est pertinente. Parce qu'évidemment, à plusieurs, on est plus fort. Voilà, donc je me tiens à votre disposition pour en parler. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision holistique. Il ne faut pas opposer pré-consumer, post-consumer. Il faut vraiment avoir une vision sur toute la filière. Toutes les solutions sont complémentaires. On a des gisements énormes en post-consommateur qui aujourd'hui ne sont même pas collectés. Donc il faut développer des solutions de recyclage. On a beaucoup parlé de textile également. Je pense que c'est important de parler de textile vers le non-textile qui est capable aujourd'hui d'absorber des volumes et qui permet en fait de limiter l'enfouissement, qui permet de limiter l'export, qui permet de traiter des volumes conséquents. On a des solutions comme Induo, comme Refact, qui naissent aussi, qui permettent d'absorber des volumes qui sont plus larges parce que les cahiers des charges sont aussi plus tolérants. Sur du post-consommateur, on se retrouve avec des fibres qui sont totalement mélangées, du polycoton, du polyester, du coton, des points durs. Et donc aujourd'hui, les technologies certaines technologies existent, permettent d'ailleurs de traiter du pré-consumer, permettent de traiter des chutes de prod qui sont identifiées. Aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment de réussir à développer des technologies comme avec le projet Graal pour vraiment venir absorber des matières plus largement, des compositions qui sont aussi plus hétérogènes. La filière est en train de se constituer. Moi, je viens plutôt de la filière emballage. Avant qu'il y ait beaucoup d'emballages triés, il n'y en avait pas. Et donc, du coup, maintenant, on peut faire du recyclage. Donc, en fait, il faut aussi préparer, puisque comme on parlait de temps long, donc les volumes vont arriver. Et par contre, quand les volumes seront là, il faudra bien qu'il y ait des gens pour les traiter. C'est ce qui s'est passé dans la filière meuble, où les volumes de collecte, ils ont augmenté très, très rapidement, très fortement. Mais aujourd'hui, dans la filière meuble, et je ne vais pas en dire plus parce que ça risque de mettre des gens mal à l'aise, il y a quand même principalement du CSR, donc de la valorisation énergétique. Parce que effectivement, le reste de la filière ne s'est pas organisé sur le recyclage ou même sur l'éco-design. Et donc, alors c'est très bien de collecter, c'est déjà bien de valoriser énergétiquement. Hein. Moi, c'est déjà une bonne chose. Ça fait 2 vies et c'est toujours mieux qu'une. Et surtout, ça finit pas en décharge. Mais donc, en fait, il faut s'y préparer, même si pour le moment, il n'y a pas encore les gisements, parce que c'est sûr qu'ils vont arriver. Refashion a un nouvel agrément. Politiquement, il faut bien comprendre que ni les metteurs en marché, ni l'État n'avaient demandé à Refashion d'augmenter les taux de collecte. Ça arrangeait bien tout le monde qu'il n'y ait pas beaucoup de taux de collecte. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passait derrière, dans les couloirs des ministères, etc., personne ne voulait que ce taux de collecte augmente, parce que ce gisement n'intéressait personne. Donc en fait, Refashion a été créé pour créer des emplois sociaux, pas pour régler un problème environnemental, et c'est ce qui a changé il y a 12 mois. Donc Refashion a un nouvel agrément qui coûte beaucoup plus cher aux metteurs en marché, mais qui est beaucoup plus ambitieux, puisque l'objectif maintenant, c'est de faire du recyclage. Et sur la base de ces ambitions, c'est certain que les taux de collecte vont augmenter. Et qui dit que et maintenant, il va falloir savoir ce qu'on va faire de ces nouveaux vêtements collectés. Donc encore une fois, il faut y croire, ça va arriver, et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui s'y seront préparés, et si on ne s'y prépare pas, ces gisements vont partir ailleurs. Nous, on est en contact avec le gouvernement bulgare, qui a très bien compris que puisque l'Union européenne veut empêcher l'exportation de ces déchets, déjà, il y a quand même, quand on va sur Vinted, il y a quand même beaucoup de boutiques dans les pays de l'Est, c'est des gens qui récupèrent et qui créent des entreprises, c'est des vraies entreprises, qui revendent de la seconde main sur Vinted et Vestiaire.co. Donc, et comme ils sont proches de la Turquie et que ces déchets ne vont pas pouvoir sortir d'Europe, et que la Turquie reste quand même un des gros producteurs de textiles, eux, ils savent très bien que si ils travaillent bien, ces déchets ils vont finir en Bulgarie, et eux, ils sont en train d'essayer de faire des méga-usines. Et ils nous le demandent. Donc eux, ils y croient, donc faisons en sorte d'y croire et que ces méga-usines finissent chez nous et que ça crée des emplois chez nous. Thomas Ebele, Slovia. Moi, j'aimerais réagir un petit peu à ce que disait Alice, parce que elle parlait des chutes qui représentent 9 tonnes sur 260, je crois. Donc, on est à peu près à 4%. En moyenne, dans l'industrie, on est plutôt autour de 12 à 15% dans le milieu, on va dire, du mass market. Et
Inditex, par exemple, a aussi pris l'engagement en 2030 d'être uniquement sur de la fibre recyclée. Et on sait qu'on est confronté à une surproduction. Et est-ce que, c'est une question ouverte, est-ce que la giga-usine, ce ne serait pas plutôt plein d'usines qui soient locales, qui soient réactives, qui soient proches des milieux de collecte, qui soient proches. Pour moi, la scalabilité, aujourd'hui, il ne faut pas uniquement la voir d'un point de vue de la capacité de production, mais plutôt de se dire comment aussi on se rapproche. Parce qu'à un moment, la fast fashion, elle va aussi devoir décroître. On ne peut pas mettre 160 milliards de pièces chaque année sur le marché. Et avec l'urgence écologique, et puis le consommateur en prend bien évidemment conscience. On voit qu'il y a une montée en force de la seconde main. Et donc, il va falloir aller vers plus de qualité. Plus de qualité, ça veut dire aussi moins de déchets pendant les phases de production. Et donc, il faut, à mon sens, plus miser dès le départ le post-consumer et que se rapprocher du post-consumer et sur un post-consumer qui soit qualitatif. En fait, je pense que la question de la giga-usine, il ne faut pas se poser la question en ces termes. Chaque technologie et chaque process a un point d'efficacité maximum. Et en fait, la taille optimale de l'usine, elle est définie par le process et la technologie. Je pense que c'est ce qui va ressortir des travaux de thèse sur l'industrie 4.0, 5.0. Et en fait, le reste du système va se caler sur la technologie la plus performante. Donc, il y a des process et des industries dans lesquelles il faut des giga-usines. On ne fera pas de micro-usines de batterie. A priori, ça n'existera pas. Et le meilleur point, le point optimal pour une usine de batterie, c'est une gigafactory. Et à contrario, il y a d'autres process industriels sur lesquels des micro-usines fonctionnent bien. Et d'ailleurs, dans l'énergie, on le voit. Aujourd'hui, on pense un peu plus à de l'énergie produite localement, stockée localement et redistribuée par rapport à ce qu'on avait imaginé. Il y a quand même eu la guerre entre Edison et Tesla, et Edison a gagné dans un premier temps. Mais aujourd'hui, puisque Tesla, l'inventeur, pas la boîte, mais l'inventeur était plutôt pour un système décentralisé avec une production locale et un stockage d'énergie. Donc en fait, chaque technologie, suivant sa maturité, suivant la technologie et le process, a son point d'équilibre. Et en fait, il faut justement pas partir avec une idée préconçue. En fait, l'industrie, c'est une question de contexte. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut de l'exigence, il faut avoir une vision non candide. À partir du moment où on plaque une idée préconçue, il va nous falloir des giga-usines, on a déjà perdu. En fait, il faut regarder le contexte, quelle est la technologie, quel est mon territoire, qu'est-ce que je peux sourcer dans ce territoire. Et à partir de là, on décide de quelle est la solution optimale, ou en tout cas la stack de solutions optimales qui permet de résoudre un problème. Peut-être que ce sera des giga-usines, peut-être que ce sera des petites usines. Je rappelle aussi juste, parce que souvent quand on parle des giga-usines, on dit il va y avoir du transport, il va y avoir de l'empreinte carbone. Ça, c'est l'empreinte carbone 1.0, c'est-à-dire quand les gens pensaient qu'au scope 1. La réalité, c'est que le transport, en règle générale, c'est l'épaisseur du trait de l'empreinte carbone d'un produit. Donc en fait, il faut arrêter de se dire, par exemple, économie circulaire égale économie locale. C'est pareil, tout n'est qu'une question de contexte. Nous, on a travaillé pour le Fashion Pact. Tout le monde nous disait comment j'optimise mon transport, comment je retire de l'air dans mes boîtes de chaussures. On leur a dit, bon, travaille sur ta chaussure, quoi. Le transport, c'est 2% de ton empreinte carbone. Donc tu vas gagner 10%, tu vas gagner 0,2% de ton empreinte carbone, là où tu fais un travail minimal sur ta chaussure et tu vas déjà gagner 5 ou 6%. Donc en fait, c'est juste du travail et avoir une vision non candide et pas plaquer ce qu'on entend dans les journaux, etc. Et on regarde le contexte, on analyse et on prend la meilleure solution. C'est pour ça que j'étais vraiment dans la prospective, parce qu'effectivement, je pense que le marché, dans les 3 ans qui viennent, il va se modifier radicalement. Et ce qui est très difficile, encore une fois, c'est qu'il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui que quand on va dans la précision, on tombe sur des hypothèses non robustes. Et c'est là où c'est difficile pour un industriel, parce que l'industriel qui va faire son pari, quand je dis industriel, c'est aussi pour le capital risqueur, pour ceux qui cherchent de l'argent. Moi, j'étais capital risqueur. On prend des décisions en information complètement imparfaite, sur des hypothèses non robustes. Et c'est ça qui fait peur. Quand je dois mettre 200 millions dans une usine sans avoir, quand je suis à TRL 6, bah évidemment que ça fait trembler, parce que l'avantage de la tech, tout le monde dit dans la tech qu'il y a beaucoup d'investissements. Quand on fait du software, je mets 10 millions et j'obtiens quelque chose. Là, sur nos sujets, je mets 10 millions, je passe de TRL 4 à 6. Et après, il me faut 100 millions pour passer de 6 à 9. Si ça ne passe pas, j'ai perdu 100 millions, je n'ai pas perdu 10 millions.
Et effectivement, pour un industriel, et encore plus pour une industrie comme le textile qui a énormément souffert, c'est quand même l'industrie avec le tourisme qui a le plus souffert dans les années Covid, c'est des décisions qui sont super dures à prendre. Et en plus, en France, on souffre au niveau de l'industrie textile d'une autre chose, c'est qu'en dehors de nos grands géants du luxe, on a une industrie textile avec des entreprises de taille moyenne. Et même les gens qui sont très connus, finalement, c'est des grosses ETI, en dehors, une fois qu'on a retiré les grands du luxe. Là où Inditex et quelques marques américaines, et maintenant aussi asiatiques, ils sont sur des très gros volumes. Et donc l'industrie française a du mal à... il faut avancer groupé pour pouvoir faire ces investissements, en fait, pour faire face à la concurrence des géants étrangers. Et en tenant compte de la réglementation, et c'est pour ça justement que les grands du luxe en France, heureusement, pas tous, je ne citerai pas de nom, mais servent de brise-glace. Il y en a au moins 2 qui servent de brise-glace. Petit clin d'œil à Isabelle, on en parlait ce matin. Donc ils servent de brise-glace parce qu'en fait, ils peuvent emmener le reste de la filière, parce que le reste de la filière française, c'est des acteurs qui sont super intéressants, innovants, etc., mais qui n'ont pas du tout les mêmes moyens. Merci Franck. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà. Bon, on va remercier nos intervenants. Merci beaucoup. On va faire une petite pause de 10 minutes. On vous attend ici en amphi à 16h45 pour finir cette journée par une keynote de clôture par Isabelle Lefort. Merci.